Jeffrey, bienvenue. Ben merci. Bienvenue sur le show. Écoute, j'ai vraiment apprécié comment que tu m'as approché. Tu Ok. dit, hey, t'as un podcast, je veux venir dessus. J'ai adoré le hustle. C'était pas mal direct, oui, en Ouais, effet. ouais. Ouais. Est-ce que t'es de même en affaires la plupart du temps? Non, vraiment pas. Mais disons que je me suis lancé des défis dans la dernière année. OK. Puis les podcasts, moi personnellement, j'aimerais ça en faire. Je sais même pas quand l'intégrer dans mon horaire. Ouais. Mais Ben, tu je vois, me suis samedi dit... matin. Exactement, ouais. Non, mais c'est parfait, ça, Ouais. tu sais. Mais je me suis dit, regarde, si je l'essaye pas, je pourrais pas. Mais je trouvais qu'on avait un style qui fitait. OK. Puis c'est ça. Je me That's suis it. dit, écoute, au lieu de te laisser chercher justement du monde, ben je me suis proposé. Puis c'est c'est cool. hot, C'est parce- cool que tu m'aies dit oui, puis qu'on soit là aujourd'hui. Là. Ben oui, je me rappelle, tu m'as invité pour Expo Entrepreneur en Ouais, janvier. Expo Entrepreneur, ouais. J'ai pas été capable de make it, mais j'ai entendu des bons commentaires sur l'événement. Ouais. J'étais comme, c'est hot. T'as-tu réussi à y aller, toi? Ou... Nous autres, on est allés comme rep. Là. Ok. On avait une espèce de clinique là, qu'on faisait. Là. Ok. C'était correct. Là. C'était peut-être pas notre target là, principal, mais tu sais, il y avait des compagnies d'SEO, SM, il y avait du monde de marketing. Là. Je pense que ben, les autres, ils ont bien apprécié. Là. Excuse-moi, on se parle depuis à peu près une demi-heure avant que le podcast commence, mais veux-tu expliquer aux gens qui te connaissent pas qu'est-ce que tu fais? Ouais, Qu'est-ce ouais. que tu fais? Qu'est-ce que Mais- tu manges en hiver? Ben c'est ça, Geoffrey Blanc. J'ai cofondé MG2 Media en 2008. On est une compagnie, au plus simple, on pourrait dire une agence web, mais Ouais. C'est jamais moi vraiment j'aime. ça. Non, c'est ça. Moi j'aime vraiment mieux me définir comme quoi on est une compagnie de développement web parce que c'est ce qu'on fait. On fait pas de marketing web, on vend pas ça. Nous, on est là pour créer des sites web complexes, là, que j'appelle donc sur mesure, du e-commerce plus avancé qui est orienté business to business. OK. Ou ça pourrait être B2C aussi, mais avec un tweak là, vraiment différent, soit au niveau de la façon de processer le shipping, de la façon de processer l'inventaire, etc. là. Donc, c'est vers ça qu'on se dirige. Puis, on a ajouté environ, là, depuis les 2 dernières années, là, un volet développement d'applications mobiles qu'on connecte avec les sites web qu'on développe. Donc, pour nous, c'était juste une bonne façon de procéder. C'est drôle, je suis curieux par rapport à une affaire. J'ai fait un cours de coding, puis il mentionnait dans le cours de te poser la question initialement si pourquoi tu développais une application, si c'était nécessaire dans le cadre de ta business. C'est vrai. Comment tu perçois ça? Ben en fait, avant de faire des applications mobiles, moi j'avais la philosophie de dire que les applications mobiles c'était mort. En fait, c'est super utile pour une banque, des affaires comme ça parce que tu en as besoin. Ouais. Mais le monde qui disait je veux une application mobile parce que c'est ça l'avenir, je pensais pour moi c'était pas L'avenir vrai. s'en va pas dans cette Non, direction-là. c'est ça. Moi, je vendais plus le fait que, écoute, tu vas avoir un vrai site responsive, fait Ouais. que ton site va s'adapter à ton téléphone. Puis les gens vont avoir bien plus de plaisir là, à naviguer plutôt que d'avoir une application qui est installée une fois puis jamais réutilisée. là. Exact. Puis finalement, tu sais, dans le développement d'applications mobiles, ce qu'on fait, c'est que Pas besoin de ça. on se concentre plus. Tu sais, on va faire des applications mobiles qui sont pas pour monsieur, madame, tout le monde. OK. On va faire des applications mobiles. Donner un exemple pour un client qu'on a en ce moment, c'est de l'inspection de bâtiments. Tu sais, c'est pour sa propre gang à custom, l'interne. c'est ça, ouais. Fait que, tu sais, ça va être utilisé par 30, 40, 50 utilisateurs, that's it, là, ça finit là, mais pour lui, ça lui fait sauver du temps. Ouais. Fait que je suis plus à l'aise d'aller vers ça plutôt que quelqu'un vienne me voir et me dit je vais refaire un Facebook québécois, fais-moi une app mobile. Tu sais, regarde, je me dirige pas vers ça. Là. Ouais. Mais c'est Fait drôle que, parce que c'est une bonne réflexion, je pense, en tout cas de mon point de vue, parce que tu vois toutes les Alexa qui sortent, les séries de ce monde, les. C'est quoi l'autre, les Google Home, mais. Y en avait-tu un autre, une joke, là, le Samsung Bixby, je pense? Ouais, c'est les trucs intelligents, en tout cas, entre guillemets intelligents. De plus en plus que j'étudie, en tout cas, tout ce qui est application mobile, parce que je veux pas, tu sais, les consommateurs, de mon point de vue de marketing, ils doivent être sur certaines applications ou pas. Ouais. Puis tu te rends compte qu'ils sont tout le temps sur les comme 5-6 mêmes. Puis c'est souvent dans les top free sur le App Store, tu sais. Non, Fait exactement. que, puis c'est souvent des médias sociaux, des éléments, des plateformes de communication. Fait que là, quand t'es comme, je vais développer un autre Facebook ou de quoi de même, là, Non, c'est... Mais regarde, tu prends le téléphone de n'importe qui, genre 8 pages d'applications downloadées, t'en utilises réellement combien? Là? Ouais. Tu sais, moi, personnellement, j'utilise, mettons, La Presse, Banque Scotia, puis Messenger. Là, tu sais, c'est ce que je vais utiliser. Information, communication, puis entertainment. C'est ça. Puis après Netflix, ça, exactement. C'est ça, C'est- fait que YouTube, tout ça, tu sais, lesquels tu utilises en temps réel. Ouais, je me challenge tout le temps à rester à une page, maximum une page. Ouais. Quand j'en ai sur d'autres pages, parce que je suis en test des affaires, puis quand tu te rends compte que tu l'utilises jamais, ben, scrap this. Exact. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que dans le développement d'applications mobiles, ben, c'est vraiment plus orienté sur qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ton entreprise à l'interne. là.
en ce moment, on a une application là, qui est plus usagée, là, un site de revente de billets. Là, mais même encore là, il a ciblé son application pour les festivals, pas juste pour aller acheter des billets. Ouais, fait que c'est parce que tu peux... Regarde, la réalité là-dedans, c'est que tu peux perdre énormément d'argent rapidement dans le développement d'applications mobiles parce qu'il y a 2 tangentes. Maintenant, il faut que tu développes iOS puis Android. Maintenant, il y a des outils qui vont t'aider à le faire là, dans les deux, mais il y a beaucoup de monde qui font encore ça natif. Fait qu'ils vont payer une équipe pour faire du iOS, une équipe pour faire du Android, puis les coûts, là, c'est exorbitant. Là. Ouais, j'en doute pas. Fait qu'il faut vraiment que c'est une valeur ajoutée. As-tu un exemple de coût qui est comme... c'est comme quelqu'un qui a un projet en tête, t'es comme ça a coûté ça ou ça risque de coûter ça ou t'as fait comme non, j'embarque pas là-dedans, genre? Ça arrive pas mal à tous les jours. Je veux dire, quand on fait des soumissions, tu sais, le monde, tu sais, une des affaires que je déplore beaucoup là, dans le monde du web, c'est que tu vas te faire, on part du principe, je vais me faire un site web, tu vas aller voir 10 personnes, puis tu vas avoir un range de, je sais pas moi, 5 000 à 50 000, 100 000, tu sais. Fait que là, toi, tu targets ce que tu veux là-dedans. Mettons, tu arrives avec une soumission à 25 000, ben, tu vas te faire challenger pourquoi que t'as une aussi grosse différence. Fait que c'est un peu la même affaire avec le développement d'applications mobiles, tu sais. Tu pourrais aller le faire en Inde, tu pourrais trouver quelque chose, un gars dans son sous-sol, etc. Mais tu sais, les prix sont vraiment extrêmement variables, puis c'est vraiment difficile de s'y retrouver là-dedans. Là. Quand tu dis les prix sont variables, est-ce que tu mentionnes... ma question est plus, est-ce que tu vas vendre du value-based service, c'est-à-dire que tu vas vendre la valeur de ta solution au client, ou ça va être plus comme voici les taux horaires, le nombre d'heures qu'on va passer en prod, en pré-prod, ou des choses comme ça? Ça peut être calculé en heures, là, tu sais? Mais... Oui, ben c'est en fait, nous autres, c'est très rare qu'on va être juste en heures. On va être plus forfaitaire. Fait que c'est ce que je préfère le plus. Moi, j'ai toujours été dans le sens où dire à quelqu'un, prévois-toi un budget de temps, puis si j'explose le budget, c'est ta responsabilité de payer plus. C'est pas ma philosophie. Là. La philosophie de l'entreprise, ça a toujours été d'y aller avec un budget fixe. Puis de dire, écoute, c'est ça qu'on va faire. On va te faire un cahier de charge très précis, exactement. Donc, tu sais, je veux dire, si dès le départ, on n'est pas capable de te donner un prix précis, je pense qu'il y a vraiment un gros problème en partant. Tu n'as pas compris les besoins du client ou tu les as pas définis. Ou le client, s'il accepte d'y aller juste à prix à l'heure comme ça, ben lui non plus, il a peut-être pas compris ça. Mais tu sais, c'est un couteau à double tranchant parce que tu peux aussi te planter énormément. Mais après ça, c'est comment tu vas bâtir la relation avec ton client. Puis je pense que tout va découler de ça. Là. Si vraiment là, tu t'aperçois que tu t'es trompé, ben je veux pas me vanter, mais c'est rare qu'on se trompe énormément dans l'évaluation. C'est l'expérience à un certain point. Là, donc, tu sais les fuck-ups que tu as eu, puis t'es comme, je répéterai pas ce parcours-là. Puis nous autres, on ramène souvent les clients à l'ordre entre parenthèses où est-ce que, regarde, les fonctionnalités, c'était ça qui était défini, puis on va rester dans ce créneau-là. Si tu veux aller dans quelque chose de différent, ben, tu fais un change request, puis tu redéfinis le projet. Là. Mais... c'est comme ça. Maintenant, moi, je me demandais parce que, mettons qu'on pousse plus dans la branche de l'application mobile, je suis curieux de savoir quel genre de business peuvent vouloir optimiser leur processus. On en parlait juste avant le podcast, là, mais est-ce qu'il y a une entreprise de service, j'imagine, j'ai comme une idée en tête, tu aurais un évaluateur de bâtisse, puis là, il y aurait son application sur son cellulaire, puis là, il pourrait comme faire clac, 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 rapport sorti. Ça pourrait être vraiment ça pourrait l'aider. As-tu des exemples de business de service ou de produits qui verraient une utilité d'avoir une application mobile? Ben, les business d'inspection en bâtiment, c'est un must. C'est ça. Puis ils ont besoin d'une application pour une raison super simple. C'est souvent que tu fais de l'inspection en bâtiment, tu es au 3e sous-sol, tu n'as plus de réseau. Là. Fait que tu as besoin d'une application qui est capable de conserver le data. Puis après ça, aussitôt que tu peux te reconnecter sur un réseau, ben, tu transmets l'information. Puis ça, tu pourrais pas le faire via un site web, mettons responsive ou quelque chose comme ça. Ça marcherait vraiment pas du tout. Là. Après ça, c'est sûr que l'application mobile va te permettre de jouer, mettons, avec des restrictions, des accès aux utilisateurs, etc. Fait que là, ça devient un must. Mais il faut monter un business case puis prouver que si tu investis 50-100 000 $ là-dedans, ben, ça va vraiment te rapporter à long terme. C'est-tu efficace? Ben, il y a plusieurs affaires que c'est difficile à quantifier, mais est-ce que tu vas sauver du temps avec, je sais pas moi, la secrétaire qui va faire toute la compilation du data? Le gars sur place, est-ce qu'il sauve du temps? Est-ce qu'il peut faire une job de plus par jour? C'est tout ça, tu dois le calculer. Je suis en gros questionnement ces temps-ci par rapport à ça, justement, l'optimisation avec des systèmes AI, mais l'intelligence artificielle versus engager des humains.
Parce que je pousse la réflexion, parce que ça tombe justement dans ton créneau, je pense. Tu pourras m'en dire qu'est-ce que t'en penses. Je vais me profiter pour une consultation pendant qu'on fait le podcast. C'est que je regardais la possibilité d'avoir un système qui générait les rapports automatiquement mensuels, par exemple avec mes clients, mais pas nécessairement générer le rapport avec les recommandations. Il générerait, il irait piger les stats sur chaque plateforme qui serait connectée dessus. J'ai vu une solution en ligne qui existe pour ça. Mais c'est très gros comme possibilité d'avoir des statistiques vraiment précises. La plupart du temps, le client il se fout complètement du rapport. Il veut juste savoir qu'est-ce qu'on devrait faire demain. Ça coûte 100 à 350 $ US par mois. Puis ça va chercher justement toutes les données sociales, si on veut, sur toutes les plateformes connectées du client, web, médias sociaux, etc. Est-ce que tu penses que de créer un système custom vaudrait la peine dans ce cas-ci? Ou d'engager quelqu'un à place de payer, mettons, un software qui est un petit peu impersonnel, puis... Ben, faut que toujours que tu évalues, premièrement, dans le langage du web, là, on va regarder les API. Donc, est-ce que... où est-ce que tu collectes ton data, mettons, de Google Analytics ou whatever, là, est-ce qu'il y a un API qui peut nous transférer l'information? Si oui, à ce moment-là, c'est quoi l'information qu'on peut manipuler? Puis après ça, encore une fois, ça revient à la même chose qu'on disait, c'est ça va te faire sauver combien de temps, puis ça vaut-tu vraiment la peine, tu sais? C'est sûr que t'as quantifié. Moi, je suis toujours... souvent, là, avec des clients, ils viennent avec des projets qui vont être... Tu sais, ils font le descriptif du projet, puis tu te dis, ça existe déjà sur le marché ou c'est presque similaire, pourquoi tu le runnerais pas sur une plateforme là, comme ça? Tu sais, donner un exemple, on avait un client qui voulait faire l'espèce de formation en ligne, là, donc il vendait un cours, etc. On a tout développé la solution, mais il y a tellement de plateformes qui existent. C'est ça, exactement. Fait que tu sais, va donc tester ce que tu as à faire en premier là-dessus. Puis vois si le monde y accroche ou pas. Là, c'est un bon point, ça, de tester puis voir ce que pour toi, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Parce que souvent, tu te rends compte en utilisant des applications qu'il manque des features. Oui, exact. Tout l'ensemble de manque de features, de comparé à l'autre, il n'y en a jamais un de parfait. Fait qu'à ce moment-là, peut-être de créer le parfait pour toi serait intéressant. Ouais. Ben, regarde, l'exemple le plus simple, c'est je suis une compagnie qui vend des t-shirts, puis je veux me faire une solution. On en reçoit des appels, on en reçoit des demandes. C'est comme, je veux faire du e-commerce. OK, c'est quoi ton produit que tu veux vendre? Ben, je veux vendre des t-shirts, mais y a-tu de quoi de spécifique? Non, ben, regarde, laisse faire. Je peux pas te faire, je peux pas rivaliser. Va avec un Shopify, roule ta business, regarde comment ça fonctionne, puis moi, je vais pouvoir intervenir quand tu vas avoir utilisé les limites de Shopify. C'est que tu vas te dire, OK, là, ça me sert plus à rien, je passe à un autre niveau. C'est aussi simple que ça. Là. C'est vrai. Puis c'est quoi tu dirais, mettons, là, on est en 2019, premier trimestre vient de s'achever. C'est quoi ton plus fou projet à date de l'année? Plus fou projet à date de l'année. Ben, en fait, c'est pas un fou projet, mais on a repris un site qui s'appelle Voilà Casting. Voilacasting.com. Dans le fond, lui, c'est des démos d'artistes, de voix, etc. Le client est venu nous voir, puis il nous a demandé si on pouvait refaire le projet en 2 mois, ce qui, dans le développement web, est comme irréaliste. Puis on l'a fait. C'est ça, on a fait de l'overtime, on a challengé notre équipe là-dessus. Puis ça, je suis vraiment fier de ça. Puis l'équipe a vraiment relevé le défi. On a livré le projet à temps. Puis là, on est en développement d'autres features. Mais lui, dans le fond, une des urgences qu'il y avait, c'est que la plateforme qu'il y avait auparavant, elle ne fonctionnait plus. Tu appuyé sur un bouton, puis tu te croisais les doigts pour pas que ça explose. Là, c'était rendu de même. Là. Fait qu'il perdait de l'argent à l'heure. Ben, il en faisait plus. Aussi simple que ça. Ça vendait plus. Ça répondait plus à ses besoins. Fait que ça a été de transiter vers une plateforme qui pouvait performer. Puis aussi d'y assurer, si tu veux, un downtime là, très court. Là, parce que lui, il fallait qu'il recommence à faire sa business. Fait que ça a été un des projets les plus fous. Sinon, la plupart des projets qu'on fait sont quand même toujours un peu fous parce que c'est des projets custom. Fait que, on a un projet sur quoi qu'on travaille en ce moment, c'est les petits jeunes qui jouent au hockey, ben, ils peuvent aller se créer leur propre carte, genre en ligne. Fait que ça, c'est un client qui va aller vendre ça à des clubs de... Je sais pas comment ça fonctionne, je suis pas un gars de hockey, mais qui va aller vendre ça à des clubs midget, etc. Puis ils peuvent aller générer leur propre carte, le parent la commande en ligne. Fait que c'est cool, là. C'est des petits projets qui sont vraiment le fun. Le projet de vente de billets, là, ça s'appelle ePass Live. Ça, c'est vraiment un projet assez fou. Là. Moi, je trouve que ce projet-là, il n'y a pas assez de mérite sur le marché parce que ça rivalise avec les admissions, tout ça. Le gars, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il voulait rendre une plateforme accessible à... les petites salles de spectacle qui n'ont pas nécessairement le goût de se payer une admission puis de payer des gros frais. Fait que ce qu'on a développé, c'est de la vente de billets en ligne. La salle peut tout gérer ça, mais on leur a créé aussi une instance de caisse virtuelle. Fait que sur place,
peuvent installer genre une petite tablette puis vendre des billets, vendre du merch, etc. Fait que tu sais, ça c'est vraiment cool, mais aussitôt qu'il va mettre la machine à on, là, c'est sûr que ça va marcher. Puis... je pense que tu as rajouté des features autour d'un produit qui existe déjà, tu sais, mais en même temps spécialisé à une niche. C'est ça. Et lui, il est très niché là-dedans. C'est sûr qu'il se ferme pas je sais pas moi, une salle de spectacle, une grosse salle de spectacle Saint-Denis ou quoi que ce soit, il se ferme pas à ça, mais le but, lui, c'est de permettre aux petites salles de s'automatiser d'une certaine façon. Puis même, tu sais, il y a ça, il y a les salles, mais lui, c'est aussi pour les producteurs puis les bands là, qui n'ont pas les moyens là, de s'auto-promouvoir, ben, ils peuvent aller vendre des shows en ligne comme ça, là, avec un frais minimal. Là, fait que c'est vraiment cool. C'est intéressant parce que je sais pas si tu as remarqué au niveau de tes clients ou de ton industrie, mais de plus en plus, on se rend compte, en tout cas, je remarque là, que business-wise, les entreprises, anciennement, ils allaient vers des gros clients, après ça, ils développaient des services pour des plus petits clients. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est l'inverse maintenant. T'sais, beaucoup de gens vont trouver des solutions pour des startups, des PM, des TPE, tu sais. Puis ils vont builder la notoriété comme ça. Mais après ça, c'est ce qui m'est arrivé. Au début, je travaillais avec des travailleurs autonomes. Puis là, je commençais à avoir une notoriété. Puis là, je suis arrivé avec des plus gros clients. Fait que, qu'est-ce que tu penses qui explique ça? L'espèce de changement de type d'attaque de clientèle? Parce que tu en vois, j'imagine, des projets qui... Parce que, le pourquoi je dis ça, c'est parce que je me dis, Apple, là, il rajoute un feature sur Eventbrite ou n'importe quoi. Là, ils font juste rajouter un feature. Qu'est-ce qui ferait que la solution de ton marché niche marcherait mieux qu'une grosse solution qui aurait un feature de plus, t'sais? Mais, tu sais, pour répondre à ta question... Il y en a eu plein, là, dans la même question. Oui, c'est ça, exact. En fait, je te dirais que, tu sais, tout le concept d'entrepreneur là, qui a explosé, là, disons-le là, dans les 3-4 dernières années, là, ça a mis beaucoup d'argent sur le marché. Tu sais, si je pense, admettons, à Futurpreneur qui te permet d'aller chercher un 50 000 avec... zéro background financier. Là. Moi, j'aurais aimé ça, avoir ça en 2008 quand j'ai starté à business. En 2008, quand on a starté à business, là, la Banque Royale, pour ne pas la nommer, là, on ne dira pas la Banque Royale nous a donné des cartes de crédit d'entreprise, mais qui étaient sur nos dossiers personnels. Ça nous a pris 3-4 ans à avoir un prêt. Puis après ça, BDC, c'est eux autres qui nous ont permis là, de croître là, comme on voulait. Là. Mais tu sais, les banques font pas confiance. Mais aujourd'hui, faisaient pas confiance. Là. Je veux pas mettre les banques à dos, là, mais aujourd'hui, c'est ça, tu as un projet, je veux vendre des sandwichs sur le coin de la rue, Futurpreneur va te prêter 50 000 Fait que mais entreprise de produits ou de développement, tout ce qui est dans le R&D, innovation, ils ont beaucoup plus de facilité à donner là-dessus. Beaucoup plus de facilité. Service, oublie ça. Hey, quand j'ai commencé, je suis allé voir toutes les possibles sources de financement pour m'aider à manger pendant que je développais ma business. Puis non, zéro. Il aurait fallu que je sois sur le chômage, que je déclare au bien-être social que je sois sur le bien-être pour que je pourrais avoir accès à un programme de développement d'entreprise. C'est la seule manière que j'aurais pu. Non, mais ça dépend peut-être des secteurs aussi. Là, mais moi, j'ai fait du coaching là, pour Futurpreneur. Puis ils m'ont référé à une dizaine de projets. Bon, je pouvais choisir ce que je voulais là-dedans. Mais j'ai vu des projets, tu te disais comment ils peuvent prêter à du monde clair, de même. Là. Ben, je comprends la situation comme hey, je suis bon vendeur, attention, j'arrive. Oui, exactement. Fait que, c'est un autre sujet, là, mais c'est un couteau à double tranchant. L'entrepreneuriat, comment ça a été développé, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est challengeant, c'est super pour la nouvelle génération. Mais arrêtez de prêter à n'importe quoi. Là. Vous mettez du monde dans la merde, entre parenthèses, parce que quelqu'un avoir un prêt de 50 000 là, tu sais quoi de rembourser un prêt de 50 000 Parce que 50 000 là, juste te le dire, là, nous autres, là, ça t'offrait même pas un mois, là, juste avec les charges, tout ça. Fait que, puis comment l'utiliser, etc., c'est une autre chose. Mais pour revenir à ta question, c'est ça. Je pense que l'accessibilité au financement puis la mode entrepreneuriale a fait que les clients ont changé. Moi, je te dirais que ma business roule à 75% sur des entrepreneurs. Là. Fait que des 1, 2, 3 personnes. Puis après ça, on a un client, on a TELUS comme client. On a des clients, des très gros clients aussi. Mais c'est pas rare de voir des projets là, à 50, 60, 100 000 venir d'une personne. Fait que ça, c'est quelque chose qu'en 2008, tu voyais pas aussi facilement que ça. Vrai, En 2008, on a eu des projets qui étaient quand même assez élevés, mais c'était du monde qui avait déjà de l'argent pour affronter ça. Puis aujourd'hui, je vois du monde qui viennent nous voir puis qui sont comme monsieur, madame, tout le monde, comme moi, puis qui sont allés chercher du financement pour se lancer dans le projet. Là. Fait que ça, c'est vraiment... C'est selon moi ce qui fait vraiment la différence. Ça fait l'effervescence, c'est vrai. J'étais sur un comité, tu vois, cette semaine de développement... C'était quoi déjà? C'était un jury pour Ose Entreprendre. C'était un programme régional et national de projets entrepreneuriaux, tu sais. Puis c'était intéressant parce que
On était avec une personne de la BDC, justement. Il y avait des gens de la Chambre de commerce, des gens du Centre Carrefour Jeunesse Emploi qui étaient sur le jury pour voir le potentiel de développement du projet, de la MRC aussi. Puis la fille de la BDC, a mentionné qu'il y était 40 reps sur la rive nord de la BDC. La BDC. Fait qu'ils chassent les projets à financer, là. Mais moi, je suis pas payé par la BDC, je suis pas... Je suis pas porte-parole, mais j'endosse la BDC à 175%. Là. Ouais. C'est eux autres qui nous ont permis vraiment là, de passer à travers les années, puis de croire, puis tout ça. Honnêtement, là, j'ai rien contre les banques, mais jamais je référerais une banque. Là. J'ai jamais... On en a fait 2 ou 3 différentes, là, puis à chaque fois, là, ça a été n'importe quoi. Là. Ils sont pas là pour nous soutenir. Mais ils sont pas là pour te soutenir. Là. Puis ils sont pas là pour le restant. Ils vont te faire un prêt si t'es capable de prouver, etc., que t'as le backup pour faire. Mais, tu sais, la BDC, là, c'est tellement différent. Ils te font un prêt. Oui, les taux d'intérêt peuvent être plus élevés ou quoi que ce soit, mais une fois par année, moi, on va luncher avec notre directeur de compte. Il veut voir nos états financiers. Il nous a référé des clients. Il prend soin de nous. C'est clair, là, on a un prêt avec eux. Mais il n'est pas obligé de faire ça. Moi, j'ai vu des banques. J'ai eu des banques où est-ce qu'on avait autant de prêts ou des marges de crédit qui étaient quand même assez élevées avec eux, puis avoir un traitement zéro, là, égal à zéro, là, c'est une grosse différence. Ben, c'est eux qui aident vraiment là, pour l'entrepreneuriat, là, c'est clair et net. Là, c'est leur branding aussi. Donc c'est leur branding, mais ils prennent un risque. Hein? Ouais. C'est sûr que c'est calculé, on ne pleurera pas pour une banque, là, mais ils prennent quand même un risque. Tu prêtes 50 000 $ à une centaine d'entrepreneurs, il y en a combien là-dedans qui ne vont pas réussir? Fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant de voir là, qu'ils sont là pour soutenir. Là. Mais ça, je sais pas si tu le sais, mais c'est une initiative du gouvernement fédéral ou provincial? J'en ai aucune idée. C'est Banque du Canada? Ben, BDC, on dirait qu'ils sont comme dans une zone grise. Là. Tu sais pas c'est quoi, parce que tu peux pas avoir un compte bancaire avec eux, mais ils font du financement, puis... je sais pas. Ben, tu sais, ça doit être gouvernemental. Il doit y avoir quelque chose dedans. Je t'avoue que j'ai vraiment pas plus poussé que ça. Là. Je sais pas, parce que je serais curieux. Ben justement, j'étais en processus de regarder. C'est drôle, je suis tombé sur des vidéos sur YouTube récemment de comme meilleure carte de crédit, tout ça. Puis j'avais jamais réfléchi à comme que je pouvais avoir une meilleure carte de crédit. Puis là, j'étais comme, il me semble que je dépense beaucoup par mois. Puis je pourrais tout avoir ça, un petit point de voyage, là, tu sais. Ben, c'est sûr, regarde. J'étais comme, j'ai 0 point en ce moment. Puis là, ça me coûte genre 5 à 10 000 de dépenses de business pour rouler les affaires par mois. Je suis comme, je suis cave là, au bout de la ligne, là. Tu quoi que je fais pas, que je comprends pas, là? Fait que je sais pas, t'as-tu des recommandations? De carte de crédit? Ben, en fait, solutions bancaires qui sont le fun, outre la BDC. Ben, regarde, c'est sûr que très simple, là. Ben, on va partir du fait que tu repayes ta carte de crédit à chaque mois. Si tu le fais, prends-toi une carte de crédit à points, là. Tu serais compte de ne pas accumuler ces points-là. C'est ça. Fait que fais ça, mais après ça, je veux dire, quand ta business va lever, là, je pense pas que tu vas courir après une sorte de carte de crédit. Moi, ce que je pense, c'est que tu as besoin, il faut que tu trouves le moyen de te sécuriser une marge de crédit rapidement pour te permettre justement de... À un moment donné, tu vas vouloir engager du monde, etc. Fait que tu vas vouloir... Ben, de créer un historique aussi, ça aide pour la business. Tu sais, quand tu l'incorpores, elle a pas d'historique, fait que ça fait du bien, tu sais, ça qui me disait. Exactement. Là, ça c'était intéressant. Je m'en allais où avec ça? Je m'en allais, c'est ça. Tu veux savoir quelle carte de crédit utiliser. Ça c'est juste que je regardais ça il y a comme depuis 2 jours, là, mais c'est rien d'important. Ben, je me dis tout le temps, tu sais, quand je fais le podcast puis je donne la chance aux gens d'écouter notre conversation, tu sais, c'est un petit peu quelqu'un qui va être comme, qu'est-ce que je peux en retirer, tu sais, dans la conversation. Fait que je me dis, je suis peut-être pas le seul qui se pose la question sur quelle carte acheter, ou bien acheter. C'est un peu ça que tu fais, là, tu sais, tu loues ton âme au diable, là. Mais je pense que, tu sais, justement, moi, je suis un gros consommateur de podcasts, là, peu importe, humour, etc. Fait que tu essaies toujours... tu sais, en business, tu essaies vraiment d'aller chercher le plus de possible. Puis je pense que moi, personnellement, là, ce que je veux, puis même encore aujourd'hui, là, au niveau où est-ce que je suis rendu là, dans ma business, je veux savoir ce que les autres vivent. Je veux pas voir la belle annonce à la télévision qui dit Geoffrey est parti de rien, puis il a réussi, puis aujourd'hui, il vit son rêve. Non, je veux savoir, oui, Geoffrey est parti de rien, mais il a vécu quoi? Ça a-tu été tough pour lui? Il est passé par quelle étape? Puis c'est ce que je recherche vraiment dans les podcasts. Puis ce que je voudrais entendre, c'est beaucoup plus ça. C'est cool, je veux parler de réussite puis tout ça, mais vraiment, là, l'entrepreneur, là, il y en a-tu arraché? Là, ou, c'est ça, je discutais hier avec un ami puis un client sur le podcast. Toutes les struggles que les gens se rendent pas compte, ça part de... Tu sais, je sais pas à quel âge tu as commencé à être entrepreneur, on pourrait peut-être y aller plus dans le creux, mais pour fermer la boucle de l'idée, c'est qu'on se rendait compte que
les gens qui sont entrepreneurs, tu sais, c'est une espèce de tempérament. Soit ils le deviennent on the road, soit la graine a été semée vraiment jeune, ils s'en ont jamais vraiment rendu compte c'était comment, c'était quoi, puis ça impliquait quoi comme genre de style de vie. À un certain point, c'est des gens qui cherchent à apprendre, c'est des gens qui cherchent à en fait, qui sont curieux, qui veulent tout savoir, qui veulent comme évoluer, puis développer leurs connaissances dans plusieurs champs, tu sais. Ouais. Puis toi, depuis combien de temps tu penses que tu es entrepreneur ou est-ce que tu as toujours été entrepreneur? Ben, en fait, j'ai toujours été travailleur. OK. C'est plus ça. Je veux dire, on a commencé, ça a été de la famille, là, mon frère puis moi, on a commencé à travailler extrêmement jeune. Puis bon, mon frère est plus vieux que moi, fait que j'ai toujours comme suivi ce pas-là, puis je l'ai vu travailler, fait que moi aussi, il fallait que je travaille. Fait que, il a commencé à travailler pour le maître du village dans une ferme, moi, il a fallu que je suive. Après ça, puis on a toujours travaillé. J'ai pas été un gars d'études. Ça, je l'avoue. Je me suis rendu jusqu'au HEC, mais bon, pour des raisons que j'avais pas fini mon cégep, etc., là, j'ai juste lâché, mais je le sentais pas. Là, c'était pas ce que j'avais. Moi, ce qui me challengeait dans mes études, là, c'était que j'étais un employé modèle au Home Depot. Là. Oh, ouais. Okay? Pour moi, c'était vraiment important. Là, je courais après les heures. Là, quand les temps partiels avaient, admettons, 16 heures semaine, ben moi, j'en avais 40, puis le monde se demandait pourquoi. C'est parce qu'on travaillait fort, puis ils voyaient une valeur ajoutée, puis ça, c'était ma reconnaissance. Puis après ça, quand j'ai décidé de tout lâcher ça, j'étais allé travailler j'étais allé travailler gratuitement pour une compagnie de consultants en qui que je croyais. Okay. Puis c'est là que tout a déboulé, que j'ai rencontré après ça mon partner dans une business de web dans le Vieux-Montréal, puis après ça, on a commencé à travailler. Tu as touché quelque chose de vraiment intéressant. Tu es allé travailler gratuitement pour quelqu'un que tu voulais vraiment travailler? Ouais, j'ai fait vraiment un move de cave, là, qu'on pourrait dire. Ouais. Là. J'ai lâché ma job au Home Depot, mais j'avais pas de... Mais regarde, je le conseille vraiment pas à personne. Là. J'avais pas d'obligation familiale, j'avais pas d'enfant dans ce temps-là, pas de maison, rien du tout. Mais j'avais la même blonde que j'ai aujourd'hui, puis j'ai dit... Tu capotais? Non, en fait, elle m'a supporté dans mon choix. Mais dans le bon sens. Ouais, ces consultants-là, regarde, aujourd'hui, je le regrette pas parce que sans eux, il n'y aurait pas de business. Ouais, parce que c'est pas eux qui m'ont aidé à partir, mais c'est eux qui... C'est vraiment con, mais à un moment donné, ils étaient dans le même building qu'une autre compagnie de web, puis mon partner d'aujourd'hui travaillait dans cette compagnie-là. Puis sans eux, je l'aurais pas rencontré, mais j'ai appris énormément avec eux. J'ai su, tu sais, j'ai commencé à toucher un peu au monde de la consultation, c'était quoi. Puis après ça, tout a découlé. Fait que ce qui s'est passé après, c'est qu'à un moment donné, à pas être payé, il a fallu que je commence à travailler. Ouais. Je suis rentré dans un call center à Banque Nationale, fait que je faisais des chiffres de 3 heures de l'après-midi jusqu'à minuit. Jesus. Puis rentrant là, j'ai fait ça à peu près 3-4 mois. Puis après ça, le gars avec qui je travaillais en consultation m'a dit « Écoute, je travaille pour une compagnie web, ça te tente-tu de faire des heures? » Fait que j'ai dit « Ben oui, moi tu sais, j'ai pas d'obligation. » Work hard, play hard. C'est ça, tu sais, tu travailles. Fait que je suis rentré le matin à 8 heures, à 3 heures, je marchais jusqu'à la Banque Nationale, puis j'allais travailler. Puis à un moment donné, j'ai tellement été bon dans ce que je faisais que le gars m'a proposé vraiment un poste en plein. Je suis rentré là. Puis c'est là que j'ai rencontré mon partner. Puis à un moment donné, en tout cas, il y a eu une grosse histoire de conflit avec cette compagnie-là. Okay. Puis on s'est dit, hey, nous autres, on leur part notre compagnie de web. Fait qu'on est parti travailler chez TELUS. Fait qu'on faisait nos chiffres de 8 à 5. Okay. À 5 heures, on s'en allait manger ensemble jusqu'à 6. Puis à 6 jusqu'à minuit, on travaillait sur notre projet. Là. Dans le fond, nous autres, on a buildé notre propre CMS depuis toujours. Là. CMS, c'est un gestionnaire de contenu pour site web, comme un WordPress. Mais on l'a buildé from scratch. Puis on en a fait une plateforme e-commerce, etc. Fait qu'aujourd'hui, tous nos clients sont développés seulement là-dessus. Wow. Fait que c'est ça qu'on a développé. Fait que tu sais, des chiffres là, mais ça, c'est vraiment hot. Ça, tu viens de créer une espèce de rétention obligatoire par ta propre business. Ça, faut pas le dire. En fait, c'est l'argument de vente qui peut nous faire perdre la vente. Qu'est-ce qui se passe si je suis tanné de vous? Mais en même temps, c'est comme... c'est un argument... Pour moi, c'est un argument très fort où est-ce que je dis... T'as déjà fait développer ton système ailleurs, puis ça n'a pas marché. Regarde, arrête de prendre un WordPress, arrête de le modifier, arrête de prendre Magento, arrête de le modifier, ça marche pas. Nous autres, on te le build from scratch, puis ça marche. Fait que, fait que si on n'avait pas notre background de client, ce serait très difficile à vendre. Là, mais c'est l'expertise qui se build au-dessus. J'allais dire, moi, je le verrais comme un avantage concurrentiel, de mon point de vue de marketeur, parce que vous offrez une solution custom aux clients que vous connaissez de fond en comble. C'est ça, vous n'avez pas appris un logiciel que vous connaissez pas de A à Z. Là, non, exact. Fait que, tu sais, c'est notre offre qui est là-dedans. Mais tu sais, c'est ça, pour revenir, comme je te disais, entrepreneur, pour moi, c'était égal travailleur. Fait que je savais que j'étais capable de le faire. Peut-être que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu compenser parce que pour moi, je priorisais pas les études, mais tu sais,
Fait que, regarde, ça a été du bon, ça a été du mal pour moi. J'ai passé à travers des moments qui sont vraiment tough. Puis, mais tu sais, aujourd'hui, je le sais. Tu dis moment tough, est-ce que c'est de travailler longtemps? Parce que t'avais l'air d'aimer ça. C'était quoi qui était. J'ai vraiment aimé ça, mais j'ai comme vraiment mal managé ma vie à un certain moment donné. Tu sais, c'est... je pense que je t'en avais parlé, là. Tu sais, j'ai eu des gros troubles d'anxiété, puis tout ça. Mais tu sais, c'est parce qu'il est arrivé un moment donné où est-ce que, quand tu développes ta business... t'as des moments qui sont plus difficiles, etc. Puis moi, j'ai commencé... j'ai eu un enfant, puis la business strugglait pas mal. Il y avait des affaires qui étaient difficiles. Puis, j'ai comme pas accepté... J'ai pas été capable de manager comme il faut le fait que ta vie vient de changer, t'as un enfant... arrête de te coucher à 3h du matin puis te lever à 7, puis à vivre comme si t'étais juste entrepreneur puis il n'y a rien d'autre. Fait que, ça a été très difficile. Ça, là, particulièrement, c'est beaucoup d'entrepreneurs le vivent. Parce que moi, le premier, là, je veux dire, je me lève le matin, je rouvre mes yeux, je travaille, je ferme mes yeux, je travaille. Non, ça c'est... Je vois le mur qui s'en vient. Là, comme... Je le sais, ouais. Mais il faut vraiment restructurer ça. Il faut que tu... Aujourd'hui, c'est le message que je véhicule. Quand j'ai fait dernièrement du coaching, je regarde la personne en premier. Je m'en fous de ton projet, parle-moi de toi. T'es à quel niveau en ce moment? C'est comment que ça fonctionne. J'ai rencontré un entrepreneur là, qui a une bonne business, environ une quinzaine d'employés. Il voulait juste me parler de business, tout ça. Puis en discutant, je raconte un peu tout ce qui m'est arrivé dans les dernières années. L'anxiété, les attaques de panique, etc. Ça a été rough, ça a été c'est pas aussi simple. Puis à un moment donné, il me dit « Hey, le soir, moi, quand je vais pour me coucher, j'ai le cœur qui commence à palpiter. Puis tout ça, tu penses que c'est relié à ça? Parce que je cherche mes symptômes sur Google, tout ça. Fort probablement. Mais tu fais quoi dans ta vie? Tu te lèves le matin, tu vas travailler, puis le soir, tu fais quoi? Tu manges avec ta blonde, puis tu te remets à travailler. Arrête! Je regarde, admettons, mes employés sont sur leur cellulaire durant leur heure de lunch. On est quand même pas si pire parce qu'on mange ensemble, fait que on parle de ça, mais même moi, souvent, là, j'essaie de laisser mon téléphone dans mon bureau quand je vais manger pour me dire que je perds pas cette heure-là c'est fou, sur là. mon cell. T'as-tu l'application sur ton... Je sais pas si c'est un Samsung ou un iPhone, mais sur les iPhones, ils ont une application, c'est Time Spent, quelque chose comme ça. Là, c'est intégré dans l'iPhone. Non. Puis la semaine passée, je me suis rendu compte que j'étais 40 heures sur mon cell. La semaine passée. Ah ouais? 40 heures que le téléphone était ouvert puis j'avais les mains dessus. Là. Ouais. Ça me fait juste capoter quand je pense à ça. On passe énormément de temps, puis je suis le premier fautif. Là. Je passe beaucoup de temps sur mon cell, mais tu manques tout le restant. Puis après ça, tu te dis, je vais intégrer, mettons, de la méditation dans ma vie, je vais prendre 5-10 minutes le soir. Ben, Colin, je suis capable de pas le prendre, les 5-10 minutes, puis de me convaincre que j'ai pas le temps. C'est débile, hein? C'est... Gestion du temps en priorité, mais c'est parce que le temps s'échappe partout ailleurs. Puis ça, c'est un message que j'aime de Gary Vee, c'est que, oui, il dit, genre, consomme pas mon contenu, va travailler, fais tes affaires. Mais en réalité, c'est son contenu, c'est ce qui fait que les gens, ils se boostent pour travailler. En tout cas, c'est un ça que je dis. Mais c'est vrai que la plupart du temps, il disait que c'est cyclique. Souvent, il y a beaucoup de gens qui vont le suivre. Après ça, il y en a de moins en moins parce qu'ils sont travailler. Mais après ça, ils reviennent pour lui dire merci, qu'ils n'auraient pas dû réaliser. En tout cas, fait que c'est... Mais tu sais, il y a un bon point. Comment tu peux dire que tu peux pas, mettons, partir ta business ou de trouver une job si tu es en train de jouer sur ton PlayStation 4 heures par jour ou même plus que ça? C'est comme ça, c'est les affaires. Tu sais, des fois, je me dis, j'aime ça gamer, là, j'aime vraiment ça, mais... c'est de l'escapisme, là, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Puis des fois, je passe 1 semaine, 2 semaines sans ouvrir un seul jeu, puis je me dis, wow, OK. Tu sais, j'ai été quand même... Ouais, c'est ça, j'ai quand même été pas mal busy. Mais après ça, quand tu te mets à jouer, puis tu dis, oh, je viens de passer 4 heures à jouer à Spider-Man... Qu'est-ce que j'aurais pu faire de ces 4 heures-là? Surtout que ma to-do list est longue s'il vous plaît. C'est comme... Fait que la gestion du temps, c'est pas nécessairement évident. On est des humains aussi, hein? Oui, l'affaire qui arrive, faut pas être... Tu sais, quand je regardais mon 40 heures par semaine que je gamais, que j'étais sur mon cell, je veux dire, tu sais, je réalisais que j'avais peut-être besoin de ces moments-là de pas travailler parce que j'étais comme trop dans mes affaires, je perdais la perspective. Puis c'est ça qu'il faut faire attention, tu sais, les 40 heures bilables, là, tu sais, par semaine, c'est... Si tu travailles 40 heures bilables par semaine, ça veut dire que tu es tout le temps concentré toute la journée. C'est potentiellement impossible de garder ton focus pendant 10 heures. Là, ça veut dire que tu n'as aucune relation qui sont inutiles, quote-unquote, mais tu sais, du biz-dev, du relationnel, quand tu parles à tes employés, tu ne quantifies pas ça. Mais c'est important d'entretenir les relations aussi. T'sais.
pour autre chose que du billable hours, tout ça. Okay. Mais ça, c'est drôle que tu dises ça parce qu'en ce moment, justement, on est en train vraiment d'évaluer la capacité de plancher là, à la job. Puis, tu sais, tu prends, mettons, 40 heures d'un dev. Puis, nous autres, ce qu'on calcule, c'est que notre capacité de plancher, elle est réelle seulement à 30 heures. Fait que tu te dis, crime, ça fait aucun sens. Tu es en train de me dire qu'il y a 10 heures qui est à tes frais. Mais oui, il y a réellement 10 heures qui est à mes frais. Puis, tu sais quoi, j'ai même des doutes que 30 heures, c'est une capacité réelle. Ça serait pas plus bas. T'sais. Parce que dans le 10 heures, tu vas avoir, mettons, tu as une 15 minutes le matin, 15 minutes, tu as des pauses, puis après ça, tu as de la transition de projet, tu as de la discussion, tout ça. Fait que, tu sais, être efficace 40 heures semaine, très difficile. Puis des fois, on se met vraiment cette pression-là. Puis c'est pas la réalité des choses. Non, d'être efficace à ton peak performance là, 100% pendant 40 heures semaine, je pense pas que c'est possible. Mais ça revient au Deep Work, là, que le livre que je te parlais tantôt. Puis dans ce livre-là, il dit que scientifiquement, ça a été prouvé que les humains sont pas capables d'être plus concentrés de 4 à 6 heures par jour. Pas plus que ça. Fait que le reste... Ça, c'est moi la concentration vraiment pourrie. Là. Mais c'est la réalité. C'est des stats qu'ils ont fait sur des grands bassins de personnes. J'ai pas les stats exacts, là, mais c'est tout dans le livre là, de Cal Newport. Deep Work, vraiment bon livre. Fait que c'est vraiment... ça serait une illusion de penser que quelqu'un est rentable aussi longtemps que ça. Et après ça, de l'autre côté, du côté employeur, tu te dis, oui, mais j'engage quelqu'un 40 heures, pourquoi il travaille juste 25? C'est ça que tu te dis, t'es comme, est-ce que je perds de l'argent, je devrais t'engager un temps partiel à la place, mais ça va-tu la même chose? Fait qu'à la place de travailler 15, on va travailler 5. Tu sais, t'es comme, what's the solution there? Ouais, mais... Ben là, on rentre dans des discussions de comment tu motives ton monde à la job, etc. Là, mais moi, j'en veux vraiment pas aux employés d'être efficaces 30 heures semaine ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est une réalité des choses parce que, en tant que... Tu sais, faut être honnête, là. Tu sais, dire que tu fais 60 heures semaine, etc. Tu sais, tu le fais pas réellement parce que t'as plein de moments où est-ce que t'es déconcentré, etc. Fait que, tu sais, eux autres, comment tu veux qu'ils soient, là? Dis-toi, tu leur demandes d'être 40 heures devant un écran à pas bouger. Tout le temps s'il te plaît, va pas aux toilettes trop souvent. C'est ça, exactement. Tu sais, c'est impossible. Fait que c'est de trouver après ça... Pour moi, l'important, c'est pas le 40, mais c'est de m'assurer que le 30 heures soit optimal. Puis après ça, dans le 10 heures, c'est correct, ça fait partie de la business. Fait que tu revois toute ta façon de vendre les projets, ta façon de gérer la business. Ouais, exact. Fait que... Ouais, non, c'est vrai. Ça, c'est assez top. L'aspect de gestion de temps et gestion des ressources humaines. Tu sais, pas parce que c'est top les ressources humaines, mais c'est parce qu'on est des humains, c'est tout est anormal. Il n'y a pas de standard, tout le monde est différent, on a des attentes différentes. Tout le monde est différent, c'est t'as touché le bobo là-dedans. Ouais. Si t'essayes de... À part peut-être en usine, mais même encore là, je me dis, en usine, ils doivent gérer des cas, ça doit pas être possible. Là. C'est sûr. T'sais, tout le monde est différent. Tu établis des règles, tout ça, il y a quelque chose qui va pas satisfaire à quelqu'un, ça va engranger quelque chose d'autre. Non, je suis d'accord. Puis t'as pas encore d'employés, mais à partir du moment où est-ce que tu as des employés, c'est là où est-ce que tu te rends compte, tu essaies de faire ce qu'il y a de mieux pour eux. Quand tu en as un, c'est correct, tu essaies de faire ce qu'il y a de mieux pour lui. Mais quand tu en as deux, tu essaies de faire ce qu'il y a de mieux pour eux. Mais lui, tu as déjà donné de quoi. Fait que l'autre, tu vas faire quoi? Puis là, tu rajoutes du monde. Fait que, c'est une autre affaire que j'ai vraiment appris, là, c'est tu peux pas satisfaire tout le monde. Fait que, T'as-tu déjà lu le livre de Andrew Grove, le CEO d'Intel? C'est quoi? C'est High Output Management? Là, je me sens vraiment poche parce que jusqu'à date, j'en ai lu aucun de tes... Non, mais lui, ça peut être l'écouter en livre audio ou des trucs de même. Là, mais non, mais c'est correct parce que... Mais c'est pour ça que j'aime... Récemment, là, mais t'as vraiment beaucoup de livres puis t'as l'air de quelqu'un qui lit vraiment beaucoup. Je suis très autodidacte. Puis c'est pour ça que les podcasts, moi, j'aime ça parce que j'aime mieux écouter de quoi. C'est short. Puis that's it. J'en ai des audiobooks, là, mais tu sais, quand tu regardes l'audiobook, puis il fait 10 heures. Là, moi, j'adore ça. Comme, OK, là, on va commencer les 2 premières heures, mais tu sais, les 2 premières heures, tu les mets en loop parce que tu te souviens plus. Fait que, tu sais, c'est plus difficile. Fait que j'aime beaucoup le concept de short and sweet. Là, tu sais, c'est justement parce que l'attention est pas nécessairement là. Moi, je pense que le long form content, là, comme ça, un livre audio, un podcast de 1 heure et plus, là, c'est intéressant, mais en même temps, c'est pas fait pour tout le monde non plus, le type de produit. Mais je pense, moi, comment je consomme du vraiment long contenu, mettons un podcast de 4 heures de Joe Rogan ou quelque chose comme ça, tu sais, je l'écoute pendant une semaine. Tu sais, c'est mon dada pendant une semaine. Exactement. Ben, c'est la meilleure façon, je pense, de le faire. Parce que c'est ça, tu vas manquer des petits bouts, tout ça, tu vas revenir en arrière, mais non, c'est vraiment intéressant. Mais pour revenir au livre que je te mentionnais, c'est que ce qui est drôle dans Intel, que je trouvais... J'ai juste commencé, je suis rendu au chapitre 5, là, mais c'est parce que ça ne touchait pas réellement ma réalité d'actuellement d'avoir
plein d'employés. J'étais comme, je voyais pas nécessairement la valeur sur les médias, mais j'ai été jusqu'à un point où il mentionnait qu'à un certain point chez Intel, il y avait, je pense comme pour, je vais pas dire n'importe quel chiffre, mais c'est un ratio complètement niaiseux, là. Il y avait peut-être 35 000 managers pour 50 000 employés. Ah ouais. Tu sais, genre, des affaires de même là, qui n'ont pas rapport, dans le sens qu'ils se rendaient compte que, comme tu mentionnais tantôt, tu sais, tu commences à être employé, tu fais un projet, mais là, tu deviens un gestionnaire de projet. Puis là, t'en gères 3 autres, qu'eux, ils font le projet, qu'un moment donné, les autres, ils deviennent gestionnaires aussi, puis eux, chacun en gère 3, tu sais. Ce qui arrive un moment donné, c'est qu'il y a tellement de management dans une business, mais ça m'a fait penser à la structure un petit peu que tu mentionnais, tu comment rentabiliser tout ça, mais au gouvernement aussi, c'est tous des managers de leur propre petit monde. Ouais, exact. Fait que ça doit tellement créer une lenteur d'exécution en termes de justement, on va faire des nouvelles routes, on va faire des ci, des ça. Moi, ça me fait capoter, là. C'est genre, c'est pas penser optimisation, c'est penser renouvelons notre bail dans 4 ans, là, tu sais. Ouais, exact. Fait que c'est débile, là. Mais tu sais, il y a des entreprises qui font du bon travail dans ce sens-là, tu sais, comme, mettons, du Desjardins ou autre, je vois beaucoup, là, parce que... C'est volontaire. Ils ont des structures d'upgrade de leurs employés. Ouais, mais ils sont en train de se diriger vers, tu sais, justement, des exécutions de projets de style agile, etc. Fait que, tu sais, s'ils veulent rendre vraiment la gestion de projet puis l'exécution différente, parce qu'ils savent que, tu sais, ils sont dans une grosse corporation, puis, tu sais, ils vont faire des plus petites équipes pour opérer, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de formule magique. Là, à un moment donné, quand tu es rendu à 50 000 employés, je pense que ça finit à être pénible. Mais il y a quelqu'un l'autre fois qui me disait, je ne veux pas nommer de compagnie là, parce que je ne veux pas m'avancer, mais ils se sont rendus compte qu'ils ont trouvé 5 personnes qui étaient managers de personnes. Ouais. OK. Fait que 5 personnes, vraiment, tu sais, à un moment donné, ça devient ridicule. Mais regarde, je suis pas rendu là. Je pense qu'à la quantité d'employés que j'ai... Mais en même temps, tu sais, tu penses au board, tu sais, les gens qui vont exécuter, puis après ça, eux, ils gèrent juste les gens qui vont donner de la job aux gens qui exécutent sur leurs équipes. Ça fait du sens, mais en même temps, c'est une scène, là. C'est un niveau de gestion qui est vraiment... vraiment... Tu sais, ta semaine au complet, c'est de gérer 5 personnes. Mais qui s'assure qu'eux gèrent peut-être 350 personnes en dessous. Ouais, exact, ouais. Fait que c'est un autre palier, là, mais... Jesus. Hey, ça va faire quasiment 1h et quelques qu'on jase. Good talk. T'as-tu quelque chose à vendre? À vendre? Ouais. Si t'avais de quoi à vendre aujourd'hui, là, now's the time, avec la caméra shut down. Ouais, c'est vrai. Non, j'ai rien à vendre. Cool. Je pense que j'ai parlé de ma business. Pour moi, c'était pas. Je suis pas venu ici pour je fais vendre des farces, là, mais G2, là, souvent, ça peut être le fun parce que, tu sais, là, depuis la dernière fois que j'ai recommencé, il y a eu 1000 écoutes de plus sur le podcast. Fait que, je veux pas, il y a des gens qui l'écoutent. Je sais pas c'est qui, sauf toi qui me colle en l'écoutant. Mais non, moi, dans le fond, ce que j'ai à vendre, puis le message que je veux véhiculer de plus en plus, parce que, tu sais, t'es le premier podcast, mais, tu sais, je vise à essayer d'en parler plus. Moi, c'est vraiment l'entrepreneuriat que je veux qu'on revoie différemment. Je veux que les gens soient mieux préparés à soit fonder une entreprise ou à fonder un produit parce que, comme j'ai dit, on a fait des super progrès. Je veux dire, les incubateurs, ça a explosé à Montréal. Là, il y en a partout. C'est vraiment cool tout ça, puis j'apprécie ça, puis ça nous fait rayonner. Ouais. Mais il faut revoir l'être humain là, au départ, puis ça, je pense, c'est ce qu'il y a de plus important. J'ai vu beaucoup de monde, puis il y a du monde super fantastique, des entrepreneurs qui en ont arraché autant que moi ou quoi que ce soit, puis du monde qui ont du vécu, puis je pense que ça, c'est précieux. Là. Je pense que tu l'as, ton podcast. Là. Ah, oui. Faut juste trouver un nom, puis... ouais, ben, tu sais, c'est... en fait, tu sais, je veux pas faire la promotion. « Hey, entrepreneur, c'est vraiment difficile. » C'est comme... Non, c'est plus... Entrepreneur, prépare-toi, OK? Puis c'est pas juste prépare ton plan d'affaires puis ton produit, il est mieux d'être solide. Non, prépare-toi mentalement, physiquement, parce que si ça, tu l'as prêt au départ, là, le restant, pour moi, là, c'est de la petite bière. Là. Je pense que c'est là aussi, là. Tu sais, gérer des ressources humaines, faire des meilleures ventes, gérer un projet, apprendre de nouveaux skills, c'est toutes des affaires qui peuvent s'apprendre. Oui, exactement. Faut que tu te connaisses au début, fondamentalement. Faut que tu te connaisses, puis je pense que connaître ses limites aussi, c'est important. Ouais. Tu sais, trop pousser puis trop croire, mais encore une fois, c'est comment que les gens interprètent ce qu'ils regardent, parce que quand tu regardes les motivateurs, lâche pas, même quand c'est dur, fais faillite, reviens. Regarde, il y a une limite, là. Mais un livre là-dessus, là, que si je pourrais donner ça en cue pour les gens, c'est un autre livre, là. Ça s'appelle The Dip, de Seth Godin. Puis il dit, quitte quand c'est le temps d'arrêter. Oui, exact. Abandonne quand t'es dans un creux, tu vois, ça mènera absolument à rien parce que c'est normal. Il faut que t'arrêtes. Il est où ce moment-là? T'es-tu capable de le dire? Lis le livre. C'est genre 50 pages, c'est vraiment pas long. Là, 50 pages, je vais être capable de le lire. Ouais, short attention. Là, non, mais vraiment bon. Puis honnêtement, ça, c'est pour tous les gens qui se posent la question de quand est-ce qu'ils devraient abandonner. Je pense que c'est logique. Puis il dit, ceux qui abandonnent au bon moment, c'est eux qui réussissent pour vrai.
Parce qu'abandonner, ça veut pas dire que c'est un échec personnel ou whatever, ça veut juste dire que tu as donné ton énergie dans une situation qui mène à rien. Fait que sois juste assez intelligent pour te rendre compte que ce chemin-là mène à rien, tu sais. Ben exactement, puis tu sais, je veux dire, faire une faillite, c'est pas un échec, là. Le monde doit pas le voir. Bon, regarde, on peut-être financier, là, tu sais, mais oui, ça peut être comme ça, mais tu sais, pour moi, c'est un apprentissage. Si vraiment tu trouves ça comme étant un échec, puis je pense que c'est pour ça que le monde ne veut pas quitter. Parce qu'ils se disent... Hey, j'en ai tellement parlé à mes amis, là, j'ai tellement... Puis je vis la même affaire, là, confidence. Moi, ouais, c'est ça. Moi, je me sentirais vraiment mal de fermer la business demain. Puis, tu sais, je me dirais comment que mes amis vont me voir, comment ma famille va me percevoir. Mais il y a quelqu'un cette semaine qui m'a dit, t'as plus rien à prouver, là. Puis t'as rien à prouver à personne. Tu sais, t'as fait ce que tu pouvais... Je parle comme si c'était fini, là, mais t'as fait ce que tu pouvais avec les moyens que tu pouvais. Puis... Peut-être quelqu'un d'autre aurait fait différemment, mais peut-être quelqu'un d'autre aurait fait pire. C'est un bagage d'expérience qui t'a suivi pour faire ce que tu avais à faire. Maintenant, tu as tout vécu ça. Je pense que si tu avais recommencé demain matin, tu saurais exactement comment faire. Ah, my God. Non, mais c'est ça qui arrive. C'est ça que je me dis. Je dis aux gens, écoute-moi, parce que ce que je suis en train de t'apprendre aujourd'hui, ça m'a coûté 500 000, 1 million. Là, ça m'a coûté plus que ça. Mais c'est ça que j'adore des biographies. Tu sais, là, la prochaine que je vais lire, j'ai lu celle de Steve Jobs, ça m'a fait capoter, là, mais celle de Howard Schultz, le fondateur de Starbucks. Apparemment, celle-là, puis Shoe Dog là, de Nike, là, c'est 2 histoires de malade mental. Puis ça s'écoute bien en char. Tu sais, des livres audio qui s'écoutent bien. Genre. Apparemment, ça s'écoute bien. Mais c'est ça qui arrive, c'est que tu apprends tellement. Tu regardes la vie de quelqu'un over 50 ans, t'es comme, wow, toutes les erreurs qu'il a faites. Je prendrais pas ce chemin-là, juste parce que ça a pas donné quelque chose de sa coche, là, tu sais. Non, ben il faut que tu t'inspires de toutes ces affaires-là, puis de faire ton propre chemin. Mais, tu sais, je renforce encore mon point de vue, c'est la réflexion au départ, là. C'est quoi tes capacités, c'est quoi tes limites, puis, tu sais, qu'est-ce que tu es prêt à apprendre. Tu sais, moi, je vais prendre c'était un bon ami, c'est devenu un bon ami, c'était un client, puis, ben c'est toujours un client, mais c'est un bon ami, puis lui, il a vraiment le parcours propre d'un entrepreneur où est-ce qu'il y a eu son lot de défis, mais ils sont partis à 2 au départ. Puis les 2, là, nous autres, on n'a pas de problème, pas de salaire, on va vivre, tout ça, on sait c'est quoi. Puis il y en a un des 2 qui a lâché au bout de 3 mois. Puis l'autre qui a continué à avoir de la misère, à avoir, tu sais, justement, à travailler, puis tout ça, mais qui a jamais lâché son produit puis son projet, puis qui a toujours gardé ça en tête. Puis, tu sais, pendant un bout de temps, on se parlait quasiment tous les jours. Puis, tu sais, on avait besoin de se parler mutuellement, puis on s'encourageait, puis tout. Puis, tu sais, à un moment donné, il a trouvé ça financièrement vraiment tough. Puis, tu sais, j'ai dit, regarde, t'es capable de rouler ta business, continuer. Le temps que tu replaces tes affaires, il était comme en transition à se trouver un autre partner. Retourne travailler. Retourne travailler, ça m'a enlevé une pression. Tu sais, au début, il voulait pas. Finalement, il est retourné travailler. T'es allé chez Costco, il a travaillé, puis c'était plate, Costco, ça c'est clair et net. T'es un entrepreneur retourné à travailler, tu te dis qu'est-ce que je fais là? Mais l'argent qui est rentré, il a apporté un certain soulagement sur lui, sur sa conjointe. Puis, tu sais, après ça, là, il s'est replacé, là, puis je suis super fier de lui aujourd'hui. Là, tu regardes là, vers quoi il se dirige, puis c'est sûr que ce gars-là va réussir. Là. Mais... Je vais être plate, mais un autre livre, là. Ego is the enemy. Je l'ai pas lu, celui-là. Non, mais ego is the enemy, c'est ça. Tu sais, mets ton ego de côté quand t'es entrepreneur parce qu'il va falloir que tu passes par-dessus, puis pas rien qu'une fois, là, tu sais. Oui. Ça, je l'ai appris, puis j'aime ça me le rappeler que, genre, faut pas que tu tombes dans l'ego. Faut vraiment que tu restes le plus loin possible de ça parce que ça mène absolument à rien de bon. Tu sais, c'est de la vanité, là, tu sais, c'est comme, j'ai un client à un moment donné, je n'aimerais pas de nom, mais tu le sais que je parle de toi, hein? Il disait qu'il mettait juste il boostait ses publications sur Facebook, mais c'était juste par ego. Il voulait avoir des gros chiffres. Ah ouais? J'étais comme, mais ça sert à rien. Il était conscient, on disait ça en niaisant, là, puis il était vraiment conscient, mais ça sert absolument à rien de voir 53 000 views sur ta publication. T'as pas 53 000 nouveaux amis, là, tu sais. Hey, c'est drôle, il y a un gars qui s'appelle Simon Paquin qui a fait une story là-dessus. Qui ça? Je connais. Ouais, mais pas longtemps que t'as sorti ça, me semble, t'as parlé. Arrêtez de calculer vos nombres de views. Oui, j'ai une capsule récemment, ouais. Hey, man, je fais tellement de contenu, je sais pas sur laquelle. Mais c'est drôle parce que j'étais en réflexion, puis je me disais, il faut que je score des views si on sort un podcast ou quoi. Je me dis, ça sert à quoi? Si j'ai 150 personnes, mais qui sont vraiment intéressées à l'écouter, versus 2000 qui s'en foutent, là, tu sais, qui le mettent juste comme. C'est la théorie du 1000 True Fans, ça. Tu sais, c'est où est-ce que si t'as 1000 personnes qui te donnent 1000$ par mois, t'es milliardaire. C'est ça. Fait que est-ce que financièrement, tu peux l'appliquer à n'importe quel concept, là, tu sais, bien entendu, mais au niveau de cash, je sais pas si je fais le bon calcul, là, ou multimillionnaire, là, mais 1000 fois 1000, il me semble que ça fait 1 milliard là, de mémoire. Quelqu'un pourrait me corriger, s'il vous plaît? 1 million, ouais. 1 million, ouais, qui était 1 million, c'est bon. Ouais, mais ça va se prendre, là, non, 1000. Ouais, hein. 1000 fois 1000?
Combien de zéros? On va voir qu'on est pourri en maths. Moi, les maths, ça n'a jamais été ma force. Marketing, je suis bon, par exemple. Non, mais tu sais, c'est pour dire que ça s'applique dans tout. Comme t'as pas besoin nécessairement de voir des gros chiffres parce que, ironiquement, moi je peux en parler parce que Jacob c'est un de mes clients puis de Quantum Training en fait. Puis on a augmenté de 1000 followers pendant un an. Tu sais, 1000 followers sur sa page Facebook quand il y avait des croissances de 500, 600 par semaine avant qu'on commence maintenant à travailler ensemble. Mais Facebook a fait des gros changements, depuis le même reach des pages et tout. Blablabla, ça c'est pas important. Mais ce qui est important de se rendre compte, c'est qu'on est parti de... On rejoignait par mois 25 000 personnes, mais là on rejoint 75 000 personnes avec 1000 followers de plus. Okay. Ça veut dire qu'on a engagé énormément l'audience, fidélisé. Fait que là, quand il sort des trucs en ligne, des produits, ça se vend 3 fois plus, comprends-tu? Parce que les mêmes personnes sont beaucoup plus engagées, fidélisées par l'audience. Moi, je suis un peu contre booster ou mettre des publications du média payant en tant que tel, à moins d'avoir un objectif de vente directe. Si c'est pour la notoriété, ça t'amène aucune notoriété. Ça fait absolument aucune notoriété. Mais tu sais, c'est drôle hein, parce que moi, ce que je dis, j'ai souvent conseillé à des clients, ils viennent faire leur projet, tout ça, puis ils me demandent, OK, c'est quoi la prochaine étape? Fait que, tu sais, naturellement, tu répondrais quoi? Ben, marketing web, tu sais, SEO, SM. Puis moi, je suis comme, non. Il y a des clients, je dis, la prochaine étape, tu prends le téléphone, tu fais du cold calling. Hey, on est en 2019, tu me demandes de faire du cold calling. Ouais. Ben, c'est la meilleure manière de... Investis là ton argent. Il y en a un de mes clients, il a mis comme 10 000 $, en AdWords. Ça lui a ramené combien de clients? Zéro. Zéro. J'aime ça quand Pogne le téléphone. Je vais pas être méchant, mais quand je tire sur les pages jaunes, là, puis genre les clients, je prends leurs 10 000 $ qui ont investi dans les pages jaunes, puis je leur dis, mets-le dans ton temps à la place. Ouais, exactement. Mais tu sais, c'est comme, prends le téléphone, appelle du monde, puis c'est comme ça qu'il build sa business. Ouais. Je suis vraiment pourri en marketing, là, c'est pas mon créneau. Mais tu sais, je me dis... le marketing, c'est vague. Là, encore une fois, réfléchis donc à ce que tu vas faire. Ouais. C'est sûr, tu vas avoir une compagnie d'SEO, SEM ou publicité Facebook, mais tout oui, ça. C'est important. Mais oui, tu sais, ton target, c'est sur Facebook, ton target, c'est sur Instagram. Non. Oui, tu vas peut-être aller puncher des likes ou quoi que ce soit, mais tu vas... pour moi, en bout de ligne, il faut que tu ramènes de la business. Tu sais, nous autres, on l'a fait, là, mettre du AdWords pour aller chercher des mandats de site web, là, puis on ramenait zéro. Là, la compétition est énorme. Ben, c'est quand tu bats contre les mêmes genres de personnes sur les mêmes genres de network. Puis je dis network, puis je parle pas de médias sociaux, mais je parle, mettons, médias traditionnels, les billboards, du Google Ads, des choses de même. Il faut que tu choisisses où est-ce que le moins de, si on veut, de compétition au niveau marketing. Ouais, exact. Que tu sois le meilleur là-dedans, puis tu développes un white space entre ta compétition. Compétition marketing, la seule chose que c'est le renforcement du brand. À quel point que le brand est plus fort que ce que tu demandes en échange, si on veut que ce soit un like, un j'aime, un partage ou whatever. En tout cas, on pourra en reparler. Mais tu sais, t'as ça. Puis tu sais, le monde qui nous dit, je peux-tu avoir une soumission pour un site web? Ben, tu venir nous voir sur place avant la soumission? Non, ben, je te fais pas de soumission. C'est comme, pour moi, le contact est super important. C'est là qu'on établit une relation, que je suis capable de te dire je suis qui, etc. Fait que tu sais, je suis pas dans le principe. Une compagnie qui vend des t-shirts, je suis fatigué avec mes t-shirts, mais c'est ça. Une compagnie qui vend des t-shirts, oui, go, at large, AdWords, tout ce que tu veux. Tu sais, vas-y, trouve-toi une stratégie d'influenceur, ce que tu veux, etc. Tu sais, je pense pas qu'en faisant du cold calling de tout le monde de Laval, tu vas vendre tes t-shirts. Tu parles de B2B et B2C pour vraiment distinguer les deux. Tu as une distinction entre les deux, oui, c'est sûr. Là. C'est vrai que je suis plus orienté B2B. Mais quand on pense B2B, on se dit que ça peut pas nécessairement être pour nous les médias sociaux, le marketing en ligne, de tout ça, mais il faut juste mieux l'utiliser parce que c'est un puits sans fond. Tu vas tout le temps dropper de l'argent et tu n'aurais jamais vraiment de résultats. T'sais. Mais tu sais, le marketing, mettons, web purement pour les entreprises, tu sais, des fois, là, on se dit, la stratégie, il faut vendre plus. Non, il y a des compagnies, leur stratégie, c'est de recruter. Là. Ils ont des gros enjeux de recrutement. Fait que là, oui, là, tu peux aller vraiment en stratégie réseaux sociaux tout ça. Puis là, c'est une bonne chose. Mais quand il s'agit de vendre un produit, je pense que tu as besoin de réfléchir à la base. Il y a tellement de situations, puis de contexte, puis de perspectives, puis d'humains derrière la machine aussi. Tu sais. Si t'as pas le bon conducteur, il va pas t'amener à la bonne place. Non, c'est une autre histoire. Là. C'est un monde qui est un petit peu difficile. Ton monde de marketing, il est pas facile. C'est varié. Moi, je trouve ça tough dans le web, mais je pense qu'en marketing, la compétition est vraiment féroce. J'ai vu du monde spécialisé juste en Facebook Ads. Je me dis, il faut que tu sois confiant en salle. Oui, mais ça marche. Aujourd'hui. Mais pas pour tous les clients. Non, mais pour les clients que ça marche en Facebook Ads, ça marche. C'est ça. C'est la décentralisation des talents. C'est l'expertise qui devient de plus en plus niche d'une place à l'autre. Puis... Ouais, je trouve ça. Moi, je me spécialise en développement de marque. Mais je suis pas un expert web, expert ci, expert ça. C'est développer une marque. Mais comment qu'on y va? Ça veut pas dire que ça va être par les médias sociaux. Je
trouve ça intéressant. C'est peut-être pas nécessairement ce que... Exactement. Tu sais, tu vas aller voir une compagnie de marketing web, puis ils vont pas te parler de la marque, puis tout ça. C'est juste toujours... Puis ça, c'est vraiment pas facile non plus. Là. Puis, c'est des grosses réflexions, c'est de l'accompagnement stratégique. Convaincre ton client. Là. Il se convainc lui-même. À droite, mais tu vas lui dire non, on s'en va ailleurs. Là, Mais souvent, honnêtement, c'est facile parce qu'ils savent réellement ce qu'ils veulent. Ils savent juste pas comment le vulgariser. Ils savent juste pas comment marketingment exprimer ce qu'ils veulent, qu'ils ont comme ambition. T'sais. Puis souvent, c'est rarement une question d'argent. Une question de genre, je vais tout faire pour me rendre anyway, fait que montre-moi le bon chemin, tu sais. That's it. C'est cool. Ouais. Hey, merci, Jeffrey. Ben, merci à toi. C'est vraiment cool. Ouais, vraiment, j'ai vraiment apprécié. Puis, malgré les petits shutdowns, j'espère que ça n'a pas trop coupé le son à mi-podcast, mais anyway, on a nos mics. Mais ouais, take-two à un moment donné, ce serait cool. Ben, c'est sûr. Il y a beaucoup de sujets sur l'entrepreneuriat, mais en fait, les prochaines choses que je veux qui arrivent, c'est que tu startes un podcast puis que tu me l'envoies en DM. OK. Fait que challenge on cam, Jeffrey. Il faut que je mette ça en place, c'est sûr. Ouais. Mais en fait, tu sais, pour le podcast, là, c'est... En fait, je pensais passer directement dans mes clients qui sont vraiment très orientés en entrepreneurship, puis tu sais, d'aller avec eux. Tu connais le monde que tu m'as invité sur ton podcast. Tu le sais déjà. Je suis déjà prêt pour ça. Cool. Hey, namaste, guys. Je vous aime bien, mais on doit se sauver. Passez une belle fin de semaine, puis on se reparle. Merci. Ciao. Ciao.